Bienvenue dans l'ascenseur vous est offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Leur réussite est remarquable et pourtant on ne parle jamais d'eux. Ces femmes et ces hommes ne sont ni top modèles, ni footballeurs, ni humoristes. Ils sont responsables des ressources humaines, chefs d'entreprise, directeurs commerciaux, entrepreneurs, avocats, médecins. Et pourtant, pour eux, c'était loin d'être gagné au départ. Tous sont issus de milieux modestes et tous ont déjoué les lois de la reproduction sociale. C'est parce qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne le dit, parce que leurs récits sont hyper inspirants, que je leur tends mon micro. Je m'appelle Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et je travaille depuis des années sur l'égalité professionnelle et l'égalité des chances. Mon podcast, Bienvenue dans l'ascenseur, veut donner une voix à ces personnes au parcours incroyable que j'ai eu la chance de croiser. Bienvenue dans l'ascenseur. Être originaire d'un milieu social moins favorisé, je pense que m'a donné de la force. Pour moi, il n'y a pas de meilleure motivation que l'espoir que vos parents peuvent porter en nous. Mon travail a été pour moi un élément de réussite. En tout cas, ça a été mon ascenseur. Dans cet épisode, je rencontre Elodie Sarfati. Je précise avant toute chose qu'il n'y a aucun lien de parenté entre Elodie et moi, même si nous portons le même nom. Elodie a grandi dans un quartier prioritaire de la ville, en banlieue parisienne. Elle a été élevée avec sa sœur, par sa mère, célibataire, infirmière de profession. Aujourd'hui, elle est chef d'entreprise. Bonjour Elodie Sarfati, entrons ensemble dans votre ascenseur social. Quand vous vous regardez dans le miroir, qui voyez-vous aujourd'hui ? Bonjour, donc je suis Elodie Sarfati, j'ai aujourd'hui 39 ans et je dirige une entreprise, donc une start-up RH qui propose de recruter sans CV les candidats pour aller chercher les compétences. Je suis en couple, j'ai un enfant et je vis à Avignon. Quand vous démarrez dans la vie, c'est quoi votre rez-de-chaussée ? Vous partez d'où ? Alors déjà, je vis en banlieue parisienne, donc les banlieues pas très cotées, donc dans le 95 de Val d'Oise, donc j'habite Villiers-le-Bel toute mon enfance. Vers 14-15 ans, on passe du côté Arnaudville, donc c'est un petit peu mieux, mais ça reste la banlieue très très mal vue, ou dans lesquelles il y a des difficultés sociales bien sûr, mais aussi des violences parfois. Donc je pars de là. Après, ma mère nous élève seuls, ma sœur et moi, depuis qu'on a 4 et 5 ans. Ma mère, elle était infirmière libérale. Donc elle est infirmière d'abord en hôpital et puis elle a décidé quand elle a divorcé de mon père d'être infirmière libérale pour pouvoir s'occuper plus facilement de nous à des heures plus simples. En tout cas, elle pouvait disposer de ses horaires. Et votre père ? Mes parents ont divorcé donc quand on avait 4 et 5 ans avec ma sœur et mon père était du coup pas très présent. Il avait des difficultés donc professionnellement et même émotionnellement, je pense, à s'installer dans sa vie. Donc il était assez jeune, il avait à peine 30 ans et du coup on l'a pas vu. Donc effectivement, à la base il avait un droit de garde d'un week-end sur 2, mais parfois il pouvait pas nous prendre. Donc c'est vrai que parfois il se passait un mois sans qu'on le voie. Et puis vers l'âge de 10 ans, il s'est installé avec une femme, donc il est parti à l'étranger et je l'ai pas revu jusqu'à mes 12-13 ans, où là on a appris par des amis de la ville de Villiers-le-Bel qu'il était revenu. Voilà. Et donc là on a repris le contact et à partir de là il a commencé à être plus posé dans sa vie. Donc quand j'ai commencé à avoir 14-15 ans, il a essayé d'avoir un travail, une vie, il a rencontré une autre femme aussi et ça s'est un peu plus stabilisé. Donc il était vendeur dans une boutique, des boutiques plutôt de vêtements d'hommes sympas, de type Armani et il a fait ça pendant je pense entre 10 et 20 ans jusqu'à sa retraite. Donc il allait soit dans un centre commercial, soit à Paris dans la boutique, travailler en tant que vendeur. Et maintenant qu'il est à la retraite, il a une rôtisserie ambulante parce qu'il est obligé de travailler. Il a une toute petite retraite, donc il a pas cumulé assez de travail au préalable. Donc là, pour l'instant, il tient une rôtisserie sur les marchés. Voilà. Et donc maintenant, je le vois un peu plus régulièrement. Mais ça, voilà, c'est vrai que durant mon enfance, c'est ma mère. Enfin, moi, j'estime que c'est ma mère qui a géré seule notre éducation et qui nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait quand même accès à de la culture, à des livres, à des expositions, à des musées ? Ou pas du tout ? Non, alors des livres, oui, par l'école.
Donc j'ai lu tout ce qu'il y avait dans la bibliothèque de l'école. J'étais une fan du CDI. Enfin voilà, à l'époque, enfin oui, j'allais dans les centres de documentation. Mais chez moi, bon, si j'avais besoin d'un livre, oui, ma mère elle me l'achetait, mais je n'allais pas au musée, je n'allais pas au théâtre, j'allais parfois au cinéma en fait, voilà, parfois et au cinéma qui était au centre commercial. Donc non, c'était pas, ça fait pas partie de mon éducation. Et donc j'avais pas cette culture générale même de base, je pense, sans encore une fois que ce soit quelque chose, un reproche. C'était parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses que je pense on n'a pas dans d'autres peut-être univers et d'autres milieux. Mais non, c'est sûr que ça c'est pas quelque chose qu'on avait régulièrement chez nous. La première pièce c'est avec l'école que je l'ai vue. Est-ce que vous aviez des rêves d'avenir à cette époque? Des rêves d'avenir, oui. Enfin, j'ai eu des rêves professionnels forcément. J'ai même voulu être avocate à un moment. Je voulais être comédienne. Je voulais faire plein de choses. D'ailleurs, c'est toujours ce qui a motivé ma vie aussi. C'est que j'ai toujours voulu faire plein de choses à plein de moments différents. Et ma mère me soutenait dans tout, donc ça c'était plutôt positif. Je pouvais faire, j'avais le droit de vouloir faire tout ce que je voulais, bon, à condition d'avoir d'abord mon bac. Mais ça c'était la condition sine qua non. Donc oui, j'avais des rêves qui évoluaient. Et après, je sais pas, je matérialisais pas encore par contre le fait de sortir de cette ville ou le fait d'aller vivre ailleurs. Ça l'était pas. C'est venu plus tard. C'est venu en terminale où j'ai voulu aller m'installer à Londres. À 17 ans, j'ai loupé. J'ai fait des démarches. Je me suis renseignée sur l'école française à Londres, mais ils avaient jamais entendu parler de ça dans mon lycée. Et donc j'ai fait des dossiers, j'ai tout fait. Et en fait, le CPE, c'est pas de chance, a déposé mon dossier trop tard. Et donc j'ai eu un appel du lycée français de Londres pour me dire mais votre dossier aurait été accepté, mais c'est trop tard, on est désolé quoi. La commission est passée. Justement, la scolarité, comment se passe-t-elle là où vous grandissez? J'ai la chance d'avoir des facilités à l'école. Je suis dans une primaire publique et là pour le coup c'est énormément de mixité sociale de tout horizon, toute personne et beaucoup de diversité culturelle aussi, de diversité ethnique. Enfin il y avait vraiment, et moi là pour le coup c'est mes meilleurs souvenirs. J'ai vraiment l'impression d'avoir énormément appris et de m'être ouverte à tout dans cet établissement. Donc là, ça s'est passé en primaire. Au collège, ma mère a fait un autre choix. Donc elle nous a mis dans un collège privé qui m'a pas du tout convenu. Et donc je suis repassée en lycée public. Pourquoi ça vous a pas convenu? Alors c'était un collège juif et moi je venais de toute ma scolarité du public, de la diversité, de l'ouverture aussi d'esprit. Et j'avais l'impression d'être dans un collège communautaire, dans quelque chose qui ne me convenait pas à ce niveau-là. Le niveau était très bon, donc ça c'était plutôt un très bon choix à ce niveau-là. Mais j'avais besoin d'autres choses. Alors avec le recul, j'ai appris qu'en fait c'était pas tout à fait propre au collège, à ce collège, mais à tous les collèges. J'ai cru comprendre que en fait au final à n'importe quel âge, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel collège, même public, les enfants connaissent des groupes, des séparations, des difficultés de reconnaissance ou des choses comme ça. Mais moi, je l'attribuais ça au fait d'être dans un collège différent de ma primaire. Et donc, j'ai voulu retourner dans un lycée public par la suite. J'ai fait une année d'abord dans un autre lycée qui n'était pas un lycée de secteur parce qu'il y avait une option théâtre. Et après, je suis retournée dans mon lycée de secteur, donc à Gonesse, dans le 95. Et je regrette pas ce choix parce que effectivement, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y ait la mixité, qu'il y ait la diversité, qu'il y ait des gens qui ne nous ressemblent pas toujours, mais qui aussi vont faire que on évolue dans un monde représentatif de la société. J'étais bonne élève, j'ai eu cette chance-là et cette facilité-là. Mais malgré le fait d'avoir été bonne élève, c'est ce que je disais un peu pour le lycée français tout à l'heure, c'est qu'en fait, je pense que j'étais pas informée de ce que je pouvais faire avec ça. Alors c'est pas la faute de ma mère, je pense pas en tout cas, mais c'est juste que moi j'avais pas de cadre dans ma famille. Personne n'avait de poste à haute responsabilité dans des entreprises et j'avais pas compris vraiment que je devais faire une école de commerce ou une école d'ingénieur pour avoir un poste à responsabilité quelque part dans ma vie. Et vous vouliez absolument un poste à responsabilité? Non, pas forcément. En fait, c'est justement pour ça que j'ai pas fait aussi de choix très précis à ce moment-là. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais, mais ce qui est sûr, c'est que j'avais les moyens scolaires de le faire. Sans me vanter, je pouvais le faire, mais j'ai pas fait ce choix-là parce que je pensais pas que c'était
pertinent pour moi. À aucun moment je me suis dit dans ma vie c'est une obligation. Mais en fait en avançant professionnellement, je me suis retrouvée à plusieurs reprises freinée dans ma carrière professionnelle parce qu'en fait j'avais fait la fac, j'avais qu'un DUT de journalisme, j'avais pas fait la licence, j'avais pas fait le master et j'avais pas l'école d'ingé, j'avais pas l'école de commerce et je me suis vraiment je me suis pris une baffe un peu parce que je me suis dit mais je ne comprends pas en fait à quel moment on nous a dit que c'était obligatoire. À quel moment on m'a dit que ma vie allait dépendre de l'école de commerce. Donc voilà, ça m'a vraiment un peu. D'ailleurs, c'est ce qui fait aussi que People In, ma société, existe aujourd'hui parce que ça m'a animée pendant ces années. Et le fait est que j'ai repris un master. Ça m'a énervée. J'ai dit à un moment, on arrête tout, on reprend des études à 25 ans et s'il faut faire plaisir à la société, on va faire plaisir à la société et j'aurai un master. Et j'ai eu un master, mais. Et est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez le sentiment d'accéder au premier étage ? Là, ouais. Là, je commence à pouvoir accéder, toucher des postes auxquels je pouvais pas prétendre avant. Donc le master. Le master. Donc ça, effectivement, Master en quoi ? Alors, j'ai passé un master en éthique et organisation. Donc plutôt tout ce qui concernait la RSE dans les entreprises, la stratégie de conduite du changement et d'organisation. Donc, j'ai pu accéder à des postes, notamment en conduite du changement dans les entreprises. C'était vraiment une thématique qui m'intéressait beaucoup, d'accompagner le changement, de tout ce qui concernait d'ailleurs l'innovation, tout ce qui bouge en fait, tout ce qui est en mouvement m'intéresse. Donc ça m'allait plutôt très bien. Donc l'ascenseur vous intéresse aussi. L'ascenseur m'intéresse aussi. Après, c'est sûr que quand je dis que j'ai pris une baffe, c'est qu'à un moment, j'ai grandi dans une culture où j'ai eu l'impression que je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais aller là où je voulais dans ma vie et je pense que c'est très culturel ça dans ma famille et peut-être dans la culture juive, mais en tout cas c'est si on a envie de quelque chose, on se sent pas limité par des moyens intellectuels. Il suffit de travailler, il suffit d'y arriver, de le vouloir et on va y arriver en fait. Et là pour la première fois, en fait on me disait que c'était pas suffisant. Bienvenue dans l'ascenseur. Et alors, ça s'est passé à quel moment qu'on vous a dit que c'était pas suffisant ? Après, expliquez-moi un peu. Ça veut dire que en fait, c'est quand vous entrez dans la vie active que vous vous retrouvez coincé entre deux étages ou... Oui. Comment ça se passe ? Alors, quand je finis mon DUT de journalisme, je me réoriente assez vite vers de la communication parce que j'avais plus envie d'écrire sur des sujets qui n'étaient pas de l'actualité. Donc je me suis retrouvée dans une entreprise qui faisait de la communication. Et déjà, première étape pour entrer dans cette entreprise, ça a été compliqué. C'est vraiment parce que le responsable du service connaissait mon travail à travers du freelance au préalable, parce que il m'a fait passer un assessment en physique. On revient à l'assessment, People In, tout ça, ça travaille. Mais il m'a fait passer un assessment physique pour montrer mes compétences. C'est quoi un assessment ? Un assessment, c'est une mise en situation. Donc, il m'a fait passer un cas pratique dans lequel je devais répondre à des problématiques clients, dans lequel je devais me positionner, voir comment j'aurais fait pour répondre à cet enjeu ou à tel autre enjeu. Des mises en situation. Exactement. Et donc là, c'est comme ça que je suis rentrée dans cette entreprise, mais ça a déjà été très compliqué. Et alors, le fait est que j'aspirais à un poste de chef de projet. Je pense que j'en faisais 3/4 des tâches. J'étais encore jeune, donc peut-être je n'avais pas l'intégralité des tâches, mais j'en faisais une très grosse partie. Et en fait, j'ai compris que ça n'arriverait jamais. Parce que j'avais pas le diplôme qu'il fallait pour avoir le titre de chef de projet. Et là, ça m'a vraiment énervée dans le sens où je me suis dit, mais en fait, je suis déjà là, ça fonctionne. Peut-être que c'est pas pour aujourd'hui, mais dans quelques mois ou quelques années, ça me semblait possible. Et le fait est que non, puisque à ce moment-là, ils recrutent un chef de projet en parallèle. Donc du coup, je me vois pas évoluer dans cette structure. Et pourtant, vous n'étiez pas dans un mauvais ascenseur pour vous. Si vous n'aviez pas eu cet obstacle-là, vous auriez progressé vers... Je pense que je l'aurais rencontré ailleurs. Je pense pas que c'était propre à l'entreprise. Je pense que dans tous les cas, en fait, à un moment donné, dans l'entreprise, je souhaitais des responsabilités. Je souhaitais avancer, je souhaitais avoir un rôle plus important que juste un chargé de projet, juste un assistant projet peut-être. Je voulais prendre des responsabilités. Et je pense que je l'aurais rencontré ailleurs. C'était pas propre à cette entreprise-là en particulier, je pense. C'est juste que là, c'était ma première vraie expérience professionnelle en CDI
et à laquelle j'ai dit stop, je romps le CDI et j'ai monté une boîte en parallèle et j'ai repris des études. Donc là ça a été la première vraie limite. Et le fait est que déjà d'être dans cette boîte, c'était déjà un ascenseur, c'était déjà de réussir quelque chose. Mais je crois que j'en voulais plus en fait. Le jour où vraiment j'ai dit je suis là où je voulais être, c'est quand j'ai eu le poste de consultante à la Défense. C'est ce jour-là où j'ai dit en fait voilà, même avec un master, même avec une ville pourrie du 95, même en étant une femme, même en ayant galéré, je peux être consultante à la Défense. Alors c'était un peu les clichés. Et le gros cliché, parce que au final, je sais très bien que j'aurais pas tenu et que c'est pas ça qui m'a rendue heureuse. Et 2 ans après, je faisais plus ce métier. Mais j'étais arrivée. Vous aviez quel âge? Assez tard, tardivement, j'avais 30 ans. Quand j'ai 33 même. Mais donc il y avait une ambition qui vous drivait quand même. Oui, il y a cette ambition, c'est sûr. Mais je sais pas dire si c'est cette ambition d'ascension sociale à tout prix ou si c'est ce besoin de reconnaissance aussi qui existe aussi. C'est un peu les deux. Avec l'autre, en réalité. Hein. C'est ça, peut-être. En tout cas, j'avais vraiment envie de toucher du doigt ce monde-là et d'en faire partie, de me dire que je pouvais vivre à Paris, ce que j'ai fait, et puis je pouvais vivre à Paris et en profiter. Ça, c'est l'étape numéro 2, parce que vivre à Paris en étant semi-étudiant, semi-boulot, voilà, ça on l'avait fait, mais il fallait aller encore plus loin. Aller vivre à Paris et pouvoir en profiter avec un boulot et dans lequel je pouvais me sentir fière, même si au final, je me rendais compte, monter 30 étages, c'est pas du tout mon truc. Je préfère. Pourtant, c'est pas à pied, c'est par l'ascenseur également. Mais même, j'aime pas. C'est trop haut pour moi. Donc là, vous étiez arrivé dans un ascenseur qui était trop haut pour vous, c'est ça que vous venez de me dire? Non, j'avoue que la métaphore est jolie, mais je crois pas que c'était l'ascenseur qui était trop haut. C'est juste que le contenu du travail. C'est juste que ça faisait rêver sur le papier, mais en vrai, dans la vraie vie, c'est pas ça qui me faisait rêver. J'avais atteint le working girl, j'ai acheté mon sac, j'étais contente, mais en fait, c'est pas ça la vie, quoi. Bienvenue dans l'ascenseur. Et vous avez acheté quoi comme sac? Non mais je suis sortie non mais c'est vrai, faut que je te dise. Non, mais c'est marrant, c'est une question. Non mais c'est vrai, quand j'ai signé le CDI à la Défense avec un boulot mieux payé, etc. Je suis sortie, j'ai acheté le sac fossile dont je rêvais et et après c'est pas un truc de ouf mais pardon de ouf, voilà, c'est des arguments qui reviennent, mais en tout cas c'était le truc de dire en fait je peux faire ce que je veux, m'acheter ce que je veux, sans me demander systématiquement si j'ai les moyens de le faire. Parce que ça, c'est un truc, systématiquement, quand tu nais là où je suis née, on se demande si c'est raisonnable de faire ça avant de le faire. Donc vous avez laissé tomber ce job qui était un job de vos rêves, en fait, d'être consultante à la Défense, dans un grand groupe. Et du coup, qu'est-ce que vous avez décidé de faire dans ce cas? Alors, j'ai fait le choix de suivre mon conjoint. Lui, il était de Marseille. Le fait est que c'est une excuse. Je ne serais pas restée consultante dans une grosse boîte à la Défense pendant des années. Parce que j'aime être entrepreneur, en fait. J'aime avoir d'autres projets, de multiples projets, surtout. Et ça n'aurait pas suffi à un moment donné. Donc, mais j'en étais capable. Et c'est ça que je voulais me prouver, je pense, quelque part. À Avignon, c'est pas les mêmes opportunités professionnelles qu'à Paris. Et en plus, j'avais comme aspiration d'avoir un enfant. Et donc, c'est là que je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais, par quoi je commence, est-ce que je prends un travail? J'aurais pas pu avoir le même poste qu'à Paris. Il n'y avait pas autant d'opportunités, puis on aspire aussi à une autre vie. Et donc, j'ai dit, allez, hop, je fais mon projet, ma boîte, ce que j'avais toujours rêvé de faire. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de bon moment pour avoir un enfant, donc faisons en même temps, tout en même temps. Allez, hop. Et du coup? Et ça, c'était il y a 6 ans, du coup. Et depuis, je gère People-in. Je développe People-in. Alors, c'est quoi People-in? People-in, c'est une plateforme en ligne qui permet de détecter des talents invisibles sur CV à travers des tests de mise en situation, donc des assessments personnalisés. Donc on revient un peu à tout ce que je vous ai raconté avant. Et ça se développe, alors j'ai mis du temps à le développer, parce que je suis partie sans argent, donc je suis partie avec rien, et donc pendant 3 ans, je pouvais pas créer un outil aussi perfectionné que ce que j'avais imaginé, avec 0 investissement de base. Donc en fait, je suis passée d'abord par une phase de service aux entreprises qui me permettait de financer l'outil. Et donc en septembre 2021, on a sorti un outil, donc une plateforme SaaS en ligne web pour les entreprises,
Et là, depuis, j'ai réussi une levée de fonds, même si c'est une levée précise, c'est une vraie, pour moi, c'est une vraie réussite. Avec tout ce que ça comporte, hein. Donc je n'ai pas d'école de commerce, je suis une femme, je vis à Avignon, je coche pas toutes les cases. Et ça, voilà, c'était aussi ça une ascension sociale pour moi. Et puis et donc ça, on a levé des fonds en avril 2023. Et là, on poursuit en intégrant des grands groupes comme clients. Et vous avez eu beaucoup de succès puisque vous avez gagné des prix French Tech et tout ça, racontez. Alors j'ai gagné plusieurs prix. Alors après, ça c'est j'allais dire, c'est les Vanity Metrics. Donc les prix de la vanité, ça fait très très plaisir, mais avec le recul, c'est pas ça qui m'a rapporté les clients au moment voulu. Mais ça fait très plaisir. Effectivement, j'ai eu donc au sein de la French Tech Grande Provence un prix Promesse. Et j'ai eu des prix de la femme entrepreneur. Donc à Cannes, j'ai eu un prix notamment récemment par la Fondation Mosaïque qui est engagée sur la diversité. J'ai également reçu un prix en tant que start-up innovante. Donc j'ai eu plusieurs prix. Voilà, et je participe régulièrement à des trophées ou des prix sur l'innovation RH ou sur la diversité. Et donc vous avez le sentiment d'avoir passé quelques étages dans l'ascenseur? C'est sûr. Pour moi, c'est certain que entre là où j'ai commencé, il y a 39 ans et aujourd'hui, j'ai passé des étages. Oui, c'est sûr. En fait, je le sais comment. Je le sais parce que je vois ce que vit mon fils aujourd'hui et ce que moi, là où moi j'ai grandi et ce que j'ai vécu et pourtant j'ai vécu une magnifique enfance. Hein. Mais je vois bien la différence, c'est que pour moi, il a une autre vie que celle que j'avais. Il vit dans une maison avec un jardin et il est dans une ville où on peut faire des choses le week-end. Parce que chez nous, les week-ends, il y avait que le centre commercial, en fait. Il y avait rien à faire c'était très compliqué. On prenait la voiture et on allait au centre commercial. Mais à Paris, c'était compliqué. Il a 6 ans, il a déjà vu des dizaines de pièces de théâtre grâce au Festival d'Avignon. Enfin, moi, c'était pas comme ça à mon époque. Donc, effectivement, je me dis, là, je vois bien la différence sociale qui existe entre ce que vit mon fils et ce que j'ai vécu. Donc je pense que oui. Après, on peut encore monter, bien sûr. Est-ce qu'il y a eu d'autres obstacles, peut-être plus familiaux, plus amicaux, plus de milieu social? Ah oui, c'est sûr que même si aujourd'hui j'ai quand même, je pense, beaucoup évolué, changé, j'ai pas toujours les codes je pense, certains milieux sociaux, pardon. Ou en tout cas, je me rends compte que c'est pas toujours les mêmes codes. C'est pas forcément que j'ai pas les bons, hein, mais c'est pas toujours les mêmes codes exactement. Et ça a pu me porter préjudice, je pense, effectivement, même dans mon couple, parce que mon conjoint est d'un milieu social beaucoup plus élevé que celui de ma famille, et c'est pas toujours évident de réussir à faire exister ces deux mondes sans que l'un ou l'autre se sente délaissé. Donc oui, ça a pu me porter préjudice, c'était pas évident. Mais par exemple, vous n'avez pas été bien accepté par votre belle famille? Ça a été un peu compliqué d'être accepté par ma belle famille. Alors après, il y a plusieurs complexités pour eux. Effectivement, je suis pas du même milieu social. En plus, je suis de confession juive. Je viens de banlieue. C'était des choses qui étaient un peu difficiles. Et même si aujourd'hui elles sont acceptées, eux, ils venaient d'où? Eux, c'est des gens qui sont aisés à Marseille, dans les quartiers sympas de Marseille, même si originellement ils viennent pas du tout. C'est eux, ils ont vraiment vécu cet ascenseur social. Eux, pour le coup, je pense encore plus que moi, puisqu'ils sont encore plus hauts aujourd'hui, et ils sont partis, je pense même de plus bas, puisqu'en tout cas pour le père de mon conjoint, il est arrivé de l'étranger. Donc je pense qu'ils ont vraiment vécu cet ascenseur social, d'où aussi parfois le sentiment d'injustice que j'ai pu ressentir, de me dire pourquoi. Pourtant, oui, parce que pourtant, donc ça veut dire que eux-mêmes ils ont oublié un peu d'où ils venaient. Je sais pas si c'est ça. Après, là, c'est un exemple. C'est toujours complexe. De toute façon, c'est évidemment pas que ça. Peut-être qu'ils ont un peu oublié. Peut-être qu'il y a d'autres éléments. Peut-être que c'est moi aussi et que c'est pas que l'ascenseur social ou que la différence sociale, pardon, qui a joué. En tout cas, ça s'est vu. C'est vrai que ça a été une réalité quand même.
en plus, un plus avec mes beaux-parents. Je l'ai déjà retrouvé aussi effectivement dans des événements d'entreprise, cette réalité-là, où parfois je suis sentie un peu en décalage avec certaines personnes. Et parfois c'est très bien accepté d'ailleurs, hein, même. Hein, mais parfois c'est moi-même qui me sens pas forcément raccord, sans que pour autant ça me porte préjudice. C'est comme un complexe. Peut-être, comme un complexe. En fait, c'est de se rendre compte que c'est pas les mêmes codes, en fait. Et que ceux-là, je les ai pas, ou même parfois encore pire, que je les veux pas. Bienvenue dans l'ascenseur. Ça veut pas dire de pas faire attention et de bien s'adapter à la population avec qui on est, mais parfois, oui, quand il faut faire de la politique avant de parler, j'exagère, hein, mais quand il faut faire attention à tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on met en œuvre, enfin, ça c'est pas possible. Évidemment, c'est un cliché là aussi de ce que peut être certains milieux sociaux, mais n'empêche que c'est vrai que des fois il y a ce décalage là qui peut porter préjudice, soit parce que les gens en face ne les acceptent pas que je sois direct, un peu brute quand je parle, un peu nature, voilà. Mais à l'inverse, ça peut être moi aussi qui n'en veux pas. Et ça pose des problèmes, ça, d'être cash et d'être comme vous êtes? Ça peut poser des problèmes dans certains milieux, hein. Dans certains milieux effectivement qui sont des milieux très aisés, ça c'est un problème bien sûr. Enfin moi je le vois comme ça. Ou alors dans certains milieux entrepreneuriaux, ça peut être un souci aussi. Je vois que, typiquement, c'est très bien passé sur la levée de fonds avec les business angels qui vraiment vont plus s'attarder sur la personnalité du gérant, du dirigeant d'entreprise. Avec les fonds d'investissement, c'est plus compliqué parce qu'ils attendent des comportements. C'est même pas d'autres comportements, c'est que c'est très, tout est très cadré. Tout doit rentrer dans certaines cases. Encore une fois, que ce soit l'école ou parfois aussi la façon de parler même. Hein. Vous savez bien qu'il y a seulement 2% des investissements qui vont aux entreprises fondées par des femmes. Donc, vous voyez bien que c'est pas qu'une histoire de milieu social, c'est aussi une histoire de genre. Ah, c'est sûr. C'est sûr que moi, je les cumule. Hein. Le milieu social, l'école, le genre et Avignon, c'est sûr qu'on peut pas... Et la religion ? Et la religion. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent... c'est un peu comme l'histoire de femme, c'est-à-dire que j'imagine qu'à certains moments ça peut porter préjudice, comme le fait d'être une femme, mais je m'attarde pas en fait. Vous n'avez pas ressenti d'antisémitisme dans votre travail ? Les fois où j'ai pu ressentir de l'antisémitisme, c'est plutôt quand on parle de réussite. Ma crainte, et ça c'est ce que je peux ressentir parfois, c'est que à la fin on dise que de toute façon c'est parce que je suis juive. C'est pas parce que je le méritais, ou c'est pas parce que j'ai travaillé, ou c'est pas parce que de ce point de vue d'avoir réussi à faire quelque chose, ça oui, je trouve que ça c'est un peu ambiant hein, quand même d'une manière générale. Ça c'est vrai que c'est quand même des choses qu'on entend régulièrement. Le fait que t'as réussi parce que il y a eu de l'entraide entre juifs, tu t'es juif donc t'avais de l'argent. En fait non, pas du tout. Et en fait j'ai bien galéré pour arriver jusque là. Et donc c'est vrai que dans ma quête de réussite et dans ma quête d'ascension, quand j'entends ce genre de remarques ou quand je peux les deviner à travers des remarques ou autres, c'est vrai que ça c'est quelque chose que je trouve hyper blessant parce que c'est quand même le combat d'une vie et je trouve ça un peu injuste en fait. Going down. Sur ce point-là, c'est peut-être le point principal sur les clichés sur les juifs ou l'antisémitisme que je peux ressentir. Après, au-delà, encore une fois, je m'en sors, je pense plutôt bien et je vois pas trop le reste. Mais ça, c'est vrai qu'on l'entend quand même pas mal. Après, sur l'ascension sociale, entre guillemets, sur l'évolution et ou sur le côté concret dans ma vie de tous les jours, d'un point de vue opérationnel, dans mon travail, je le ressens pas. Et je crois que c'est comme le fait d'être une femme. Je le ressens pas et je suis sûre que ça existe, mais je le ressens pas parce que en fait, je passe. Vous voulez pas le voir ? Je le vois pas en fait. Je pense que je le vois pas. Je le vois pas parce que je défonce les barrières. Enfin, c'est ma vie en fait. Ça commence avec
le milieu social au début, mais c'est vrai à la fin avec plein d'autres critères que cela. Mais en fait, mon rôle, c'est de défoncer les cases. Et ça marche avec People In, mais ça marche avec ma vie. Et en fait, s'il y a une barrière, je me dis pas qu'elle m'est réservée à moi, personnellement. C'est qu'elle existe et que je suis là pour la faire sauter. Bienvenue dans l'ascenseur. Vous avez un petit garçon qui vit mieux que vous quand vous étiez enfant. Et est-ce que, du coup, ça vous pose des questions sur le plan de son éducation ? Oui. Alors, mieux, après, attention, différemment en tout cas, mais en tout cas, effectivement, avec plus d'avantages sociaux, ça c'est sûr. Parce qu'après, je pense que c'est l'amour qui compte. Et c'est ce qu'on met dans l'éducation. Et moi, pour ça, j'ai très bien vécu. Ça me pose des questions. Ça me pose des questions parce que ça m'énerve de penser à le mettre dans le privé. Pour l'instant, il est dans le public, mais je pense à le mettre à l'école privée pour plein de raisons qui devaient certainement exister à l'époque aussi. Et je me dis, mais là, vraiment, c'est pas top. Et ça me pose question parce que c'est pas mon éducation. Et que j'ai envie qu'il connaisse l'école publique aussi. Pour l'instant, il est dans le public, mais je sais que c'est une question. Ça me pose des questions parce que je veux pas que il ait l'impression que tout est facile, que l'argent coule de source et que c'est normal de vivre dans une maison avec un jardin et une petite piscine. Non, c'est pas normal en fait. Et forcément que ça m'interroge. Voilà. Mais on essaye d'y répondre avec mon conjoint le mieux possible. Justement en redonnant la valeur des choses, en n'exagérant pas aussi. Après, je pense que on reste aussi raisonnable sur certains sujets et c'est l'idée aussi. Et après, en se réinventant, en se re-questionnant constamment et en se disant est-ce que c'est le bon choix. L'ascenseur social, c'est plus ou moins dur aujourd'hui qu'hier ? Je pense qu'aujourd'hui, ça a l'air plus facile. Avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a qui laisse penser qu'en fait on peut devenir une star, un chef d'entreprise génial mais en fait je suis pas sûre que ce soit plus simple en fait. Je pense que c'est beaucoup de paillettes et qu'en fait derrière c'est tout aussi compliqué. Je sais pas comment ça se passe aujourd'hui dans ces endroits-là pour les jeunes qui ont envie. Quand vous dites dans ces endroits-là, vous voulez parler des endroits comme ceux où vous avez vécu ? Oui, je parle des banlieues en fait. Concrètement, je parle des quartiers défavorisés, des quartiers où effectivement l'information circule pas bien, où les aspirations pour s'en sortir, chez nous à l'époque c'était le rap. Aujourd'hui, c'est de devenir une star sur Insta. Ça, c'est ces endroits-là où finalement il y a aucune raison qu'il y ait moins de gens compétents qu'ailleurs. Mais aucune. C'est juste que, par contre, en statistique, ils s'en sortent moins. Donc oui, je pense d'abord à ces endroits-là. Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon vous pour accélérer l'ascenseur social en France ? Au plan collectif, je veux dire. Il y a beaucoup de choses à changer. Alors après, je pense que c'est d'abord un état d'esprit. Alors c'est très compliqué à faire évoluer. Je pense qu'il faudrait plus de modèles. De montrer la réussite qui n'était pas issue de ces milieux. Et quand je dis montrer, c'est pas seulement les montrer à ceux qui ont déjà réussi. Parce que la réalité, c'est que quand on montre aujourd'hui la réussite sociale de certaines personnes, c'est pas forcément accessible à ceux qui en auraient vraiment besoin. Oui, vous voulez parler des humoristes, des footballeurs et des top modèles dont on ne parle pas dans ce podcast. Non, oui aussi, mais ceux-là, oui, effectivement, ceux-là, ils sont accessibles. Je veux surtout dire qu'en fait, par exemple, quand on montre un chef d'entreprise qui a réussi, ou quand on montre quelqu'un qui est devenu avocat, quelqu'un qui est devenu professeur, ou quelqu'un qui est finalement cadre à la défense, alors qu'ils sont partis de rien, généralement, on les montre dans des articles. Sur LinkedIn, sur des posts, sur des communautés, en tout cas, qui sont des communautés de gens qui vont suivre ça. Et souvent, c'est compliqué pour que ça arrive jusqu'aux gens qui pourraient en avoir le bénéfice. Je trouve que pour que ça arrive jusqu'en banlieue, jusqu'au collège ou au lycée, mais en plus je parle de banlieue, mais même à Avignon. À Avignon, on a des quartiers où c'est vraiment, nous, c'est pas notre cas, mais on a des quartiers très compliqués où les jeunes, les aspirations,
parfois elles font peur, quoi. Donc faudrait leur montrer d'autres choses aussi. Et voilà. Donc je trouve qu'il y a déjà cette idée de réussir à apporter une réussite autre que celle des footballeurs et des humoristes jusqu'à là-bas. Et après, je pense vraiment, sincèrement, que la question du recrutement aujourd'hui des talents, elle est centrale dans l'ascension sociale. Alors racontez-nous justement un peu plus concrètement ce que vous faites dans votre entreprise. Ce qu'on propose aux entreprises, c'est même il y a plusieurs cas, mais le principal cas, notre cœur de métier, c'est de dire qu'aujourd'hui, au lieu de présélectionner sur un CV, on va présélectionner sur un test de mise en situation qui répondent à l'objectif d'évaluer 2 à 3 compétences précises. Donc, on évalue avec le client les compétences prioritaires du poste, des compétences qui peuvent être aussi comportementales, bien sûr, c'est pas que de la technique. Et quand on connaît leurs 2-3 compétences prioritaires, on crée un cas pratique en ligne. Un cas pratique, vraiment, ça peut être un exercice de type scolaire, comme ça peut être je réponds à un client au téléphone. Ça peut être je classe mes mails, j'analyse un document, qu'est-ce que j'en ai compris. Enfin, c'est très varié en fonction des compétences qui sont recherchées. Et on dit, si la personne répond à cet exercice et a très bien réussi, en fait, je la reçois en entretien. Et c'est l'entretien après qui fait le reste, bien sûr. Donc l'idée, c'est de remplacer en fait les biais, les CV et les biais qui existent sur les CV. Concrètement, je mettais pas que j'habitais à Villiers-le-Bel quand je cherchais du travail à Paris. Je mettais ma première copine qui est partie à Paris, on habitait tous là-bas parce que c'était plus simple pour trouver du travail. Donc ça, c'est un biais, l'adresse, mais il y a aussi l'âge. Il y a aussi le sexe, il y a aussi, parce que mine de rien, si on est une femme de 58 ans, pour trouver du travail, aujourd'hui, c'est pas facile. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui entrent et qui sont des biais cognitifs, ce qu'on appelle des biais cognitifs, donc des raccourcis de pensée, mais qui peuvent aller aussi de dire, là, tiens, la personne elle a fait la même école que moi, c'est qu'elle doit être bien. Mais peut-être pas du tout. Sauf qu'on est obligé, en tant que recruteur, de trouver des informations qui vont nous parler sur un CV, et on fait ce qu'on peut avec notre cerveau, et du coup ça on pense que c'est bien, ce qui n'est pas du tout éprouvé. Et l'idée c'est qu'avec un test de mise en situation plutôt qu'un CV, on arrive à se démarquer de tout ça, et aussi donc du niveau de diplôme. Et parce que ces compétences, alors, sauf quand il y a une technicité exigée, bien sûr, si vous cherchez un docteur, il faut une technicité qui de toute façon sera lue sur un CV. Mais s'il n'y a pas ce niveau de technicité, et que la priorité, elle est sur l'organisation, la compréhension, l'analyse des risques, sur la compréhension des enjeux, la satisfaction client, tout ce qui est lié à la relation client. Mais ça, en fait, finalement, ça s'apprend pas uniquement dans une école. Mais ça peut s'apprendre ailleurs aussi. Et l'idée, c'est de le révéler pour aller permettre à des gens qui n'ont pas le même cursus d'accéder à certains postes. Et alors, les entreprises, je vois bien comment vous pouvez leur proposer votre outil, mais les populations à qui cet outil est destiné pour postuler justement, comment vous les touchez ? Alors moi, j'interviens pas trop, très rarement, sauf pour les petites entreprises, mais j'interviens pas trop sur la diffusion des offres. Donc la diffusion des offres, ça reste à la main des entreprises, donc et de comment elles les diffusent. Ce qui veut dire que quand elles ont des partenariats, elles ont souvent des partenariats avec des associations. Lorsqu'elles ont beaucoup de recrutement, et là c'est les associations qui diffusent les offres. Sinon, elles diffusent via des sites d'offres d'emploi, des job boards, au maximum. Et donc, encore faut-il que les personnes aillent dessus, ce qui n'est pas une évidence. Après, il y en a il y a des job boards qui sont nationalement connus, que ça va de Pôle Emploi d'ailleurs, Pôle Emploi à l'APEC selon les niveaux bien sûr. France Travail maintenant. Ça va de France Travail, effectivement, à l'APEC, mais aussi Indeed, Hello Work, comme Jungle. Enfin, c'est très varié en fonction des cibles qui sont effectivement aussi demandées. Et bien sûr, l'idée, c'est de passer par les missions locales et les associations pour aller toucher des publics qui sont pas forcément des publics cibles, à la base. Et alors, ça marche bien ? Les clients sont contents ? Ça marche bien, oui. Après, on a encore une start-up RH, donc ça peut encore mieux marcher. Et c'est en cours. Là, on a commencé à travailler avec de grandes entreprises, donc ça évolue et ça bouge bien depuis l'année dernière, depuis la levée de fonds. Bienvenue dans l'ascenseur. C'est quoi le prochain étage de l'ascenseur social pour vous ? Ça, c'est une grosse question. Le prochain étage, pour moi, c'est de passer du stade de start-up à scale-up, une entreprise qui soit
rentable, efficace, qui soit reconnu sur le marché. Alors je parlerai pas encore de grandes entreprises, j'ai pas envie d'entrer au CAC 40, c'est pas le projet, mais effectivement ce stade de start-up à scale-up, parce que même si on a les investissements, je trouve que ça pose une position de dirigeant qui est différente, et ça pour moi c'est un autre niveau dans l'ascenseur social. Et évidemment le stade d'au-dessus c'est l'exit, donc c'est la sortie et la revente de la boîte. Quel conseil vous donneriez à des jeunes qui veulent prendre l'ascenseur social ? Je donnerais comme conseil à des jeunes pour prendre l'ascenseur social surtout de rien lâcher, déjà d'être hyper persévérant, parce que il y a un moment ça fonctionne. Donc ce qui est plus dur, je pense, c'est de vouloir ou de savoir qu'on peut prendre l'ascenseur social, parce que quand je nais dans un milieu qui est complètement défavorisé, et en plus qui n'a pas la culture que j'ai pu avoir, parce que il y a dans certains milieux, moi j'ai déjà entendu des gens parler de leur enfant qui n'avait pas 6 ans et qui disaient bon de toute façon il est pas fait pour les études. Et ça c'est jamais arrivé dans ma famille, ça n'arrivera jamais. Et effectivement, quand on est dans un milieu déjà défavorisé, avec une conviction qu'on n'est pas fait pour les études, avec un enjeu qui est de dire c'est très compliqué de s'en sortir, mais déjà, si t'as un petit boulot, on sera content. Ben non, en fait, c'est sûr que là, la personne, elle peut pas aspirer à prendre cet ascenseur social. Et je pense que ça, c'est le plus compliqué pour eux. En tout cas, c'est ma conviction. Après, peut-être un autre conseil, c'est aussi de pas se contenter d'un refus ou d'un avis. Un avis ne suffit pas. C'est pas possible. Et un refus non plus. Et là, on revient sur la question de la persistance, de la persévérance. Mais c'est aussi la question d'avoir confiance en soi, travailler ça et de se dire qu'en fait on est capable d'y arriver. Pour des jeunes qui seraient au collège ou au lycée, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Alors peut-être eux, je leur dirais d'avoir la curiosité ou en tout cas d'utiliser tout ce qu'ils ont autour d'eux. C'est-à-dire vraiment d'y aller, même si ça leur paraît pas intéressant tout de suite. En fait, c'est utile pour eux. Je pense à des choses que j'ai pu faire, bien sûr, l'option théâtre au lycée, mais aussi les ateliers d'écriture, mais aussi du sport à côté, mais aussi la bibliothèque, mais aussi, et d'essayer d'aller vraiment exploiter tout ce qui est mis à disposition, parfois dans ces quartiers, et même si ça a pas l'air hyper utile, en fait, quand on est jeune, on a toujours le temps de le faire, et donc il faut d'aller vraiment avoir cette curiosité-là et cette énergie. Et de se dire que si c'est pas utile tout de suite, ce sera utile pour plus tard. Mais c'est surtout aussi d'y trouver du plaisir là-dedans, parce que ça construit, je pense, la personnalité et la future ascension sociale. Merci. Élodie de rien. Merci à vous. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Actuali. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary. Ce podcast est soutenu par L'Oréal University Leadership and Culture, qui forme au leadership inclusif, innovant et responsable. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles.